À la pointe sud de l'Espagne, voici l'Andalousie. Une province séparée de l'Afrique par les 14 km du détroit de Gibraltar. C'est la porte d'entrée du cannabis, mais aussi de la cocaïne en Europe. Sur le port d'Algeciras, c'est par voiture ou par camion chargé sur des ferries que les trafiquants opèrent. Tous les jours, des dizaines de navires déversent des flots ininterrompus de véhicules en provenance du Maroc. Pour les contrôler, Marcos, officier de la Guardia Civil, la police nationale espagnole, a une arme infaillible. Ce petit chien a l'air inoffensif. Comment il s'appelle? Chulo. Ça veut dire super, parce que c'est un super chien. Il est fort, c'est un bosseur. Il est utilisé par les bergers. Il fait aussi du sauvetage. Et nous, on s'en sert pour la recherche de drogue et d'explosifs. Ce chien de chasse espagnol est doté d'un flair exceptionnel. Il fait merveille contre les trafiquants. Très bien. Arrêtez-vous ici. Le chien est indépendant. Il n'a pas besoin de moi pour renifler partout. Il ne me cherche que quand il veut être récompensé, quand il a trouvé quelque chose. À chaque arrivée de bateau, les voitures débarquent et la Guardia Civil est sur les dents. Chulo vient de désigner la voiture de cet homme à l'allure respectable. Vous pouvez descendre, monsieur? Il semble voyager avec ses parents, mais Chulo a reniflé quelque chose d'anormal. Marco, regarde! Effectivement, un policier vient de trouver une tablette qui ressemble à du hashish. Et ce n'est qu'un début. C'est mon collègue et le chien qui ont trouvé. Qu'est-ce qu'il y a? De la drogue. De la drogue? La voiture en recèle une incroyable quantité, dissimulée un peu partout. Sous le siège même où était assis le couple âgé, mais aussi sous les tapis de sol. Il y en a encore plein ici. Les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Je viens de sortir le filtre du réservoir d'essence. C'est rempli de plaquettes de hashish aussi. Le chien l'a senti parce qu'il associe l'odeur du plastique à celle de la drogue. Pour moi, ça sent l'essence. Mais le chien est capable de sentir l'odeur de ce plastique. Des dizaines de paquets supplémentaires, une belle prise. Mais sur le port d'Algeciras, rien d'exceptionnel. On a ce genre de prise au moins 2 ou 3 fois par mois. Le passeur est conduit au poste de police pour être interrogé. Toi, t'es en état d'arrestation. Les trafiquants commettent souvent des erreurs. Cette fois, le flair de Chulo et la perspicacité du policier les ont démasqués. Alors il y a des petites choses que je ne vais pas te dire. Mais il y a des choses qui à moi me paraissent bizarres. Quand je prends la valise, elle est vide. Regarde, vide. Qui voyage avec des valises vides? Ce que veulent maintenant comprendre les policiers, c'est le rôle qu'ont joué les deux personnes âgées. Je ne savais rien, je ne savais rien. On m'a proposé un voyage, et voilà. Moi, je ne comprends rien à ce qui se passe. C'est la vérité. Vous pouvez me couper un doigt, croyez-moi. Je n'ai rien à voir avec cette personne. Je ne la connais pas. En fait, quelques jours plus tôt, le passeur a proposé au couple de faire gratuitement le voyage avec lui. Les trafiquants multiplient les ruses. Avant, c'était facile de reconnaître le type de personne qui passait de la drogue. Ce n'est plus le cas. Regardez cet homme. Il était accompagné d'un couple de personnes âgées. Mais parfois, ce sont des petits-enfants. Belle prise pour la Guardia Civil. 65 kilos de résine, soit une valeur marchande de 130 000 €. Une petite victoire dans la guerre qu'elle mène contre le trafic de drogue. 65 kg 100.
Voici l'Andalousie avec d'un côté du soleil en toute saison et des plages de sable fin. Un cadre paradisiaque pour les 6 millions de touristes qui y viennent chaque année. Mais l'Andalousie est aussi l'une des régions les plus pauvres d'Espagne. Et elle fait face au premier producteur mondial de cannabis, le Maroc. Résultat, le trafic de stupéfiants explose. Il y a au moins 40 kilos par sac. Sur terre comme sur mer. Regardez, il y en a d'autres. Durant plusieurs semaines, nous avons suivi les forces de police qui tentent d'endiguer ce trafic. C'est des narcos, c'est sûr. Avec ces canaux pneumatiques, les trafiquants importent à grande échelle de la cocaïne et du cannabis. Pour démanteler ces réseaux, la nouvelle unité du Greco mène de longues enquêtes, qui se terminent souvent par des opérations choc. Le suspect démarre. Tourne-toi, tourne-toi. Dans le port d'Algeciras, l'un des plus importants d'Europe, les douaniers et la Guardia Civile mènent la traque. Attendez là. Leur nouvelle cible, la cocaïne, dissimulée en grande quantité dans les containers qui transitent ici par millions chaque année. Mais aussi les centaines de petits trafiquants qu'on appelle les mules et qui cachent la drogue dans leur estomac, parfois au péril de leur vie. C'est un poulet farci. Il y a au moins 1,5 kg dans le ventre. Dans 8 jours, c'est l'anniversaire de ma fille. Et je ne pourrai rien lui offrir. C'est ça qui me fait le plus peur. Aujourd'hui, le chômage et la précarité poussent de plus en plus d'Andalous à devenir trafiquants de drogue. Ici, personne ne part à la retraite sans avoir fait de la prison. Et pas qu'une fois. Le problème, c'est que les tribunaux sont surchargés de petits passeurs, mais jamais de gros bonnets. Je vous condamne à 4 ans de prison. Il nous oblige à faire quoi? Vendre de la drogue? À 1500 km de Paris, au cœur de l'Andalousie sinistrée par la crise et transformée en plaque tournante de la drogue, policiers et narcos se livrent désormais une guerre sans merci. Notre enquête commence tout au sud de l'Espagne, à Jerez de la Frontera. Le Maroc est situé juste en face. Ce matin, des policiers en civil s'apprêtent à intervenir. Ils appartiennent au Greco, la nouvelle unité anticriminalité espagnole. Leur cible, un important revendeur de drogue dont ils ont la photo dans leur portable. C'est celui-là. Il a un tatouage. Un tatouage dans le cou? Oui. Il a quel âge? 35 ans à peu près. Le suspect habite dans un appartement au 3e étage de cet immeuble. Les policiers repèrent les lieux et décident d'aller inspecter l'arrière du bâtiment. Regarde, il peut passer de la fenêtre au balcon et prendre la fuite. Avant de pénétrer en force dans l'appartement, Ricardo prend une dernière précaution. Il rejoint le parking où est garée la voiture du trafiquant, une berline allemande. Je dégonfle les pneus, il ne pourra plus partir. Au même moment, dans la rue, ses collègues viennent d'intercepter la fiancée du suspect. Ricardo compte sur elle pour ouvrir l'appartement. Qu'est-ce qu'il se passe? On doit l'amener au commissariat pour lui poser des questions. Tu vas nous ouvrir la porte. Mais elle est verrouillée de l'intérieur. Ricardo est persuadé que le trafiquant est là. Alberto, écoute, mieux vaut te rendre de ton plein gré, sinon on enfonce la porte. Ne lui écris pas de prévenir son avocat. Dis-lui de venir ici dans 10 minutes, parce que sinon c'est toi qu'on arrête. Regardez, je l'appelle. Toi, tu vas partir en prison si tu continues.
Où il vient, ou on t'embarque toi. S'il vous plaît, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je vais le tuer. La situation semble bloquée. Le chef de l'opération décide d'employer la manière forte. Comme il s'en doutait, le suspect est à l'intérieur. Hé mec, Sors de là! pose-toi. Ouvre la porte. Ouvre! La porte ne résiste pas longtemps. L'homme fait mine de sauter par la fenêtre. Les policiers ne lui en laissent pas le temps. Arrête-toi, ne bouge pas. Mets-toi par terre, mets-toi par terre. Allonge tes jambes. Il est rapidement menotté. Pour Ricardo et les hommes du Greco, ce genre d'arrestation est devenu habituel. Cette unité d'élite est en première ligne dans la guerre que se livrent la police et les narcotrafiquants en Andalousie. À Cadix, quelque part dans un quartier résidentiel, Antonio Jiménez, le directeur régional du Greco, se rend dans un lieu stratégique pour son unité. Un centre d'écoute destiné à surveiller les trafiquants. On arrive à notre base. Nous sommes dans une résidence qui est une villa non officielle. Cela nous permet de maintenir la discrétion la plus absolue. Et ça, c'est la clé de notre succès. Le lieu est tenu secret. Dans une Espagne en crise, la police redoute la corruption plus que tout. Salut les gars, ça va? À l'abri de cette maison, une dizaine d'hommes triés sur le volet se relaient jour et nuit pour écouter des heures et des heures de conversation. Allô? Tu te rappelles où on s'est vu la dernière fois? Oui? Un gros bonnet est sur le point d'envoyer un bateau au Maroc pour charger plusieurs tonnes de cannabis. Antonio veut le prendre de vitesse et faire tomber tout le réseau, mais l'opération des narcos ne semble pas encore totalement ficelée. Il voulait un bateau plus grand pour embarquer une aussi grosse quantité. Ah oui, pour pouvoir mettre les 110 paquets dont il parle, c'est ça? Ce sont des opérations très complexes, avec beaucoup de gens impliqués et organisés. Pour que ça marche au premier coup, c'est compliqué. Nous sommes habitués à être patients. Après 5 mois d'enquête, le Greco est prêt à frapper. Les policiers ont réussi à mettre une voix, un nom et un visage sur les principaux protagonistes du trafic. Le principal suspect est cet Espagnol, qui dirige tout un réseau. Ce sont tous ces gens que vous voyez là. Au total, ils ont identifié une trentaine de complices. Voici le chef de l'organisation. Jusqu'alors, il a échappé à tous les services de police. C'est avec ce complice marocain qu'il prépare son gros coup. Cette fois, Antonio espère ne pas le rater. On est au moment crucial, où l'on attend que le bateau qu'ils ont préparé sorte en mer, charge le hashish et le dépose sur les côtes espagnoles. Pour cela, il envoie un enquêteur à une centaine de kilomètres de Cadix, sur les rives du fleuve Guadarranque. C'est de là que le bateau des narcos doit partir. On va se poster sur la rive en face et s'assurer que l'embarcation est mise à l'eau. Dans le coin, il peut y avoir des guetteurs en voiture qui surveillent. Parce qu'ici, ils contrôlent toute la zone? Oui, bien sûr. Nous ne sommes ni en Colombie, ni au Mexique. Pourtant, dans ce quartier résidentiel, ces demeures protégées par de hauts murs et des caméras sont souvent occupées par les trafiquants.
Une villa est à vendre. Pour comprendre ce qui attire les narcos ici, nous nous faisons passer pour des acheteurs. Les propriétaires nous font visiter. Nous en profitons pour filmer discrètement les maisons environnantes. Ce qui retient notre attention, ce sont ces cours intérieures, avec rampe d'accès direct au fleuve. Ces accès directs au fleuve sont des atouts très précieux pour les trafiquants. Leurs bateaux sortent par ces grands portails sous haute surveillance. Tout le monde sait dans le quartier que ces maisons donnant sur le fleuve sont très prisées par les narcos. Avides, leurs bateaux descendent vers l'embouchure du Guadarranque jusqu'à la baie d'Algeciras. Ils traversent le détroit de Gibraltar et gagnent le Maroc. De tout temps, ils ont profité des rivières pour faire circuler des bateaux pneumatiques. Le bateau arrive dans un camion, il est déchargé, le bateau sort. C'est aussi simple que ça. Vous les avez déjà vus? Oui, oui, très souvent. Les habitants fatalistes ont pris l'habitude de filmer ces allées et venues. Vamos là, une autre. Allez, on y va. Allez, vas-y à fond. Ils ont rebaptisé le Guadarranque le fleuve de la drogue. Les trafiquants circulent impunément pour aller au Maroc, à moins de 30 minutes, pour embarquer leur cargaison. On y va. Allez. Incroyable, non? Ces bateaux, équipés de moteurs surpuissants, effectuent de véritables go-fast sur l'eau. Et ça rend la capture des narcos particulièrement difficile. Nous retrouvons le policier du Greco, le long du fleuve. Il espère surprendre un bateau aujourd'hui. Il semblerait qu'ils n'ont pas détecté notre présence. On va s'approcher de notre point de surveillance en faisant très attention. L'enquêteur rejoint son collègue, Eduardo, en planque depuis plusieurs heures. Ils ont choisi un point d'observation idéal donnant sur les villas des narcos. Dans ces maisons, ils ont construit des pontons d'où partent les bateaux. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour eux d'accéder à l'eau et surtout beaucoup plus sûr. Sur leur téléphone, les deux policiers ont accès aux derniers échanges des trafiquants. Et les nouvelles sont bonnes. Bon, c'est une conversation intéressante. Ils parlent avec le Marocain, ils disent qu'ils vont sortir et manger aujourd'hui. Manger dans leur jargon, ça veut dire charger la drogue. Et en plus, il semblerait qu'ils vont sortir bientôt. Et quelques instants plus tard, la patience des policiers est récompensée. Ils sortent, regarde. Regarde, elle est là, elle est là. Bien, très bien. Ils étaient combien? 4 occupants et 2 moteurs. Ils sont habillés comme la dernière fois, en rouge et noir. Cette fois, une nouvelle base a été localisée. Et les policiers savent que le bateau reviendra bientôt du Maroc chargé de drogue. Avec ces informations, le Greco espère porter un coup fatal à l'organisation. Quelques jours plus tard, 6 heures du matin, commissariat de Puerto Santa Maria près de Cadix. Des dizaines de policiers sont sur le pied de guerre. Antonio, le patron du Greco, a décidé d'arrêter le chef des narcos, un homme de 35 ans, dangereux. On ne sait jamais comment il va réagir. Il a des armes? C'est possible qu'il ait des armes. Donc on prend en compte cette possibilité. Et on prend toutes les précautions. Pour l'épauler, Antonio a fait appel à une brigade spécialisée dans les opérations à risque.
Alors comment on se place ici? Nous, on va te guider, d'accord? En fait, il faut que j'arrive ici, non? À côté de ce terrain privé. Interpeller l'homme chez lui nécessite un important déploiement de force. Leur plan d'action fixé, les policiers n'ont plus qu'à procéder à l'arrestation. Mais les hommes se méfient. C'est pas un délinquant habituel. Il n'a pas d'antécédent pénal. C'est un homme intelligent qui utilise des sous-fifres pour ne pas être impliqué. Il trafique de la cocaïne et du hashish. Le domicile de notre objectif est au fond de la première rue à droite. J'ai vu sa voiture. Les policiers se mettent en planque aussi près que possible du domicile du trafiquant. Mais celui-ci va bousculer leur plan. Soudain, une voiture blanche sort de la maison. Au volant, le suspect. À tous, l'objectif sort. Pas le choix, les policiers décident d'intervenir en pleine rue. Viens là, sors de la voiture. Tourne-toi, allez, tourne-toi. Présumé dangereux, l'homme est menotté sans ménagement. Il n'oppose aucune résistance. Une fouille rapide montre qu'il ne porte pas d'armes. Je n'ai rien. Et moi, je dois regarder. Reste tranquille. Je dois faire mon travail. Juste mon travail. Dans la voiture, les policiers trouvent 4 téléphones portables. Et plus surprenant, une collection de sous-vêtements féminins. Sous bonne garde, le suspect est conduit chez lui pour la perquisition. Antonio espère trouver les preuves qui permettront d'inculper le caïd. Au moins de l'argent, car il sait que les gros bonnets détiennent rarement beaucoup de drogue chez eux. Aujourd'hui, la chance est avec lui. Est-ce que c'est ouvert? Oui, c'est pas fermé. Ma copine dort dans la chambre du fond. Censé être au chômage, l'homme vit dans une grande maison, avec piscine. À l'intérieur, se trouve la compagne du trafiquant. On attend que notre collègue arrive pour fouiller la fille. La maison est explorée de fond en comble. Sous le regard du suspect, qui selon la loi, doit assister à chaque étape des recherches. On cherche l'argent. On aimerait bien le trouver. Mais pour l'instant, la police fait chou blanc. Pas d'argent. Tout juste quelques restes d'ecstasy, rapidement jetés dans l'évier. Parce que c'est juste pour sa consommation. On ne le pèse même pas. Pour inculper un trafiquant, il faut des preuves plus conséquentes. La perquisition se poursuit dans une cabane de jeux pour enfants. C'est là qu'un policier fait une première découverte intéressante. Et ça, c'est quoi, mec? Comment je saurais si tu me montres pas? Tu devrais savoir, non? Ah, ça! On l'a acheté parce qu'on a fait une soirée déguisée. Je l'ai trouvé sur Internet. Le suspect tente de se justifier. Mais le t-shirt en question est le même que celui de la brigade spéciale. Plus surprenant encore, il y a aussi une vraie plaque de police. Ils se font passer pour des policiers. Soit pour tromper les vrais policiers, soit pour tromper d'autres trafiquants et voler leurs marchandises. Ça se fait beaucoup depuis quelque temps. Des copains à moi l'ont pris pour le carnaval. Le carnaval? Tu vas écoper d'une sérieuse amende. Mais c'est pas illégal. C'est ça, mec. Bien sûr que c'est illégal. Quelques instants plus tard, les policiers finissent par trouver quelque chose de plus compromettant. Et ça ne s'achète pas dans un magasin de farce et attrape. C'est la presse qu'ils utilisent pour mouler des tablettes de cocaïne. Ils mélangent de la cocaïne, une autre poudre et du dissolvant pour faire une pâte compacte.
Ainsi, ils augmentent le bénéfice en diminuant la pureté de la cocaïne. Une greffière enregistre les découvertes des policiers. Et dans la chambre, bingo! Dans un tiroir, un gros paquet de poudre blanche qui doit être de la cocaïne. Et puis un autre sac rempli de stupéfiants. Une véritable imprudence de la part d'un caïd. Il y a même des boulettes de résine conditionnées pour être avalées par les passeurs. Une belle prise, dont chaque détail est répertorié. Le dealer a compris qu'il risque une forte peine de prison. Alors, il va tenter d'innocenter sa compagne. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire? Et pourquoi elle aurait rien à voir? La seule chose qu'elle fait, c'est de coucher avec moi. Ben voilà, c'est simple. Chez toi, on a trouvé des choses qui l'impliquent elle aussi. Puisqu'elle était dans ta maison. Et moi, je déclare que tout est à moi, elle a rien à voir là-dedans. Bah tu le diras à la juge. Ça et beaucoup plus. Conduit au commissariat pour être interrogé, le trafiquant sera finalement inculpé et placé en détention préventive. Dans les jours qui suivent, des dizaines d'opérations sont lancées dans toute l'Andalousie. La police espagnole filme les arrestations qui s'enchaînent. La maison, au bord du fleuve Guadarranque, dont nous avions filmé l'extérieur quelques jours auparavant, a fait partie des cibles. La police y a saisi bateaux et 4x4, et de nombreux complices ont été arrêtés. Grâce à ces coups de filet, les hommes du Greco ont fait tomber le réseau tout entier. La philosophie de notre travail n'est pas tellement la quantité de drogue saisie, mais plutôt de désorganiser tous ces réseaux qui contrôlent ou veulent contrôler le trafic dans la province d'Andalousie. C'est une guerre que la police peut gagner? C'est un problème plus global. Ce que fait la police, ça représente un grain de sable. Dans cette lutte difficile, la police a un atout que redoutent les trafiquants, la saisie de leurs biens. Ce matin, Manuel, de la Guardia Civile de Cadix, nous emmène dans un lieu secret, l'endroit où la police andalouse conserve son trésor de guerre. Par sécurité, pour que les narcos n'attaquent pas cet endroit et volent les biens saisis, nous voulons le garder secret. Derrière ce portail qui ne paye pas de mine, c'est la caverne d'Ali Baba. Entrez. Voitures, motos, bateaux, camions. Des centaines de véhicules saisis aux narcos. Avec Manuel, nous allons découvrir que leurs moyens sont sans limite. Les moteurs sont les plus puissants qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Et un bateau de ce type peut coûter aux narcotrafiquants environ 120 000 €. Là, vous avez une embarcation qui peut transporter jusqu'à 3500 kg de hashish. Les membres de l'équipage bloquent leurs pieds dans cette sangle. Et ils ont ce dossier pour ne pas être éjectés. Car les trafiquants sont prêts à tout. Et quand ce n'est pas sur l'eau, ils sévissent dans les airs. Posés sur ces containers, 2 hélicoptères de marque française. Valeur estimée, près de 100 000 € chacun. La cargaison était placée là. 800 kg de hashish. Dans ce cas, le pilote volait seul pour augmenter la capacité de charge. Aucun des instruments ici ne fonctionnait. Il volait avec une simple carte et un viseur nocturne. Le trafic de drogue est si juteux que les dealers redoublent d'imagination. Apparemment, c'est un beau petit yacht, tout neuf. Mais sa particularité, vous la trouvez en dessous. Les vis que vous voyez là servent à attacher une cage sous-marine. Sur ces images filmées lors de la saisie du bateau en septembre 2013, on distingue la forme plus claire des ballots de cannabis arrimés à la quille. Ce jour-là, les plongeurs de la police en ont saisi 1 tonne. Ceux-là, ils étaient tranquilles dans leur villa avec toute la Guardia Civile autour d'eux. Ils pensaient qu'on n'allait jamais trouver la cargaison, jusqu'au moment où ils ont vu les plongeurs.
Mais ce qui fait le plus plaisir à Manuel, c'est quand la police s'attaque aux signes extérieurs de richesse et de puissance des narcos. Comme avec cet énorme 4x4. En Andalousie, les trafiquants aiment s'afficher. C'est même comme cela qu'ils font des émules. Dans une région où la majorité n'a pas de travail et n'a pas à manger, voir quelqu'un qui dépense de l'argent sans compter, un mec de 24 ans qui se balade dans le village, avec un engin comme celui-là, qu'est-ce qu'ils vont penser les jeunes? À qui ils voudront ressembler? Voiture de luxe et champagne à gogo. Dans les clubs à la mode des stations balnéaires, les riches et les trafiquants flambent. C'est le paradoxe de l'Andalousie en crise. Résultat, attirés par l'argent facile des narcotrafiquants, les chômeurs se mettent à leur service. Retour au port d'Algeciras. Dès 9 h du matin, les ferries déversent leurs passagers en provenance du Maroc. En commençant son service, Ramon, le chef d'équipe de la Guardia Civile, sait que certains d'entre eux ont pris le risque de transporter de la drogue dans leur estomac. On les appelle les mules, et ils passent surtout du cannabis. Les trafiquants ont l'habitude de se glisser dans la foule pour passer inaperçus. Sa méthode pour les repérer, aller au-devant des 300 passagers qui viennent d'arriver de Ceuta, l'enclave espagnole du Maroc. En général, on fait plus attention aux premiers qui sortent, parce que quand on est nerveux, on veut sortir le plus vite possible. Les premiers sont ceux qui ont le plus de chances de se faire prendre. Cet homme un peu fébrile, avec sa valise rouge, a attiré l'attention du policier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Maçon. Mettez-vous là un moment. Ramon conduit le suspect à l'écart pour une fouille. Et très vite, ses soupçons vont se confirmer. Enlevez le pantalon. Il a des boulettes de hashish cachées sur lui. Et il est possible qu'il en ait avalé. Et celles qu'il n'a pas pu avaler, il les cachait sur lui. On va voir ça. 5 boulettes de résine, enveloppées dans du papier cellophane. C'est ce que les passeurs ingèrent quand ils veulent échapper au contrôle. Pour Ramon, l'homme détient sûrement encore beaucoup de drogue. C'est tout ce que vous avez sur vous? C'est mieux de me le dire maintenant. C'est tout ce que j'avais sur moi. Mais j'ai avalé 95 boulettes. Vous êtes en état d'arrestation pour trafic de drogue. Je peux fumer une cigarette, s'il vous plaît? Cet homme est une mule. Un passeur de drogue qui en général ne travaille pas pour son compte, mais pour des dealers espagnols. Son estomac sert de cache. On va te faire une radiographie. Sa garde à vue va durer 72 heures. Le temps pour lui d'expulser toutes les boulettes de hashish qu'il a ingérées. C'est un cas typique. Beaucoup de débutants n'arrivent pas à avaler tout ce qu'ils ont acheté. Et ils cachent le reste sur eux. J'ai trouvé les boulettes dans les chaussures et dans les poches. Et des débutants, capables de prendre tous les risques pour 1 kilo de drogue et un bénéfice de 3 000 €, il y en a de plus en plus en Andalousie. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'avais pas d'argent, donc il faut le gagner d'une manière ou d'une autre. En Espagne, il y a la crise. Chaque boulette, c'est 10 € au Maroc. Et plus tu montes après la frontière, plus le prix monte. Là où je vis, c'est 40 €. À Alicante, non? Et en France, ça se vend 80 €. Vous n'aviez pas peur de passer de la drogue? Ce qui me fait peur, c'est que dans 8 jours, c'est l'anniversaire de ma fille. Et je ne pourrai rien lui offrir. Comme plus d'une personne sur 3 en Andalousie, l'homme est sans emploi. Pour certains, le trafic est l'ultime recours afin de gagner rapidement de l'argent. Il n'y a pas de matelas? Non, il n'y a pas de matelas tant que vous n'avez pas expulsé la drogue. Demain, si c'est fait, vous passerez devant le procureur et vous dormirez ailleurs. Ingérer de la drogue est dangereux. Cela provoque de graves douleurs et parfois des hémorragies qui peuvent entraîner la mort. Dans la pièce à côté, un homme paraît très mal en point. C'est une mule lui aussi. Il en a tellement mangé que son corps ne supporte pas.
L'homme est marocain et il est loin d'avoir expulsé tout le hashish qu'il a avalé. Tu en as expulsé 12. Ça va? Ramon vient de recevoir la radiographie de son estomac. Là, on distingue toutes les boulettes de hashish. C'est comme un poulet farci. Et il y en a au moins pour 1,5 kg. C'est sûr. Ces passeurs peuvent ingérer jusqu'à 2,5 kg de hashish. 250 boulettes. Une goutte d'eau dans l'océan du trafic entre le Maroc et l'Espagne. Mais le profil des dealers en dit long sur la situation de la région. En Andalousie, chacun se débrouille. L'ultime solution est souvent de participer au commerce de drogue, une des seules activités qui recrute. Marie-Angèle et Elena sont deux sœurs dont les maris sont tombés pour trafic. Ils sont en détention préventive en attendant leur procès qui aura lieu dans une semaine. Alors, quand l'un d'entre eux téléphone, c'est toujours un moment d'émotion. Beau-frère, tout va bien? Il a le droit de téléphoner pendant 5 minutes, 10 fois par semaine. Je t'aime beaucoup. Tiens, moi ça me fait trop de peine de parler avec lui. C'est quoi le plus dur pour toi en prison? Qu'est-ce qui te manque le plus? La famille. Depuis l'arrestation de leur mari, les deux sœurs ont tout perdu. Sans ressources et avec 4 enfants à charge, Elena et Marie-Angèle n'ont pas eu d'autre choix que de retourner vivre chez leurs parents. En temps de crise, les familles andalouses sont de plus en plus nombreuses sous le même toit. Pour les deux sœurs, la descente aux enfers a commencé par la perte d'emploi de leur conjoint. Lui était boulanger de nuit. Il a été viré et il est devenu chauffagiste intérimaire. Il a alors décidé de partir en Italie. Mais il avait seulement du travail, une fois tous les 6 mois. Et mon mari, il a été 14 ans artisan à son compte, dans la construction. Il y a 10 ans, il a eu un grave accident qui l'a rendu invalide pendant 3 ans. Il n'a rien reçu de la Sécu. Du jour au lendemain, les dettes s'accumulent. Pris à la gorge, les hommes se mettent à travailler pour les narcotrafiquants et finissent en prison. Une situation qui a traumatisé la fille aînée de Marie-Angèle, mise à l'écart par ses camarades. Parfois, les enfants se mettent à parler de la prison et ils disent que là-bas, il n'y a que des assassins et des gens méchants. Et moi, ça me blesse, c'est normal. Au moment de déjeuner, toute la famille est réunie autour de la table. Faute d'argent, le repas est frugal. Estella, je t'ai fait un sandwich au chorizo. C'est ce que tu voulais? Ma sœur gagne 700 € et mon père, il touche 426 €. Regarde mes mains. J'ai pas le droit aux indemnités alors que je cotise depuis 25 ans. Alors à quoi on t'oblige? À travailler dans la drogue, non? Comment jugez-vous vos gendres? Mes gendres? Il a beaucoup d'émotions. Il va pleurer. Il va pleurer. Dès qu'il parle de ses gendres, il est ému parce qu'ils ne sont pas de mauvais gars. Et tout cela le touche beaucoup. Vu la situation, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils n'avaient pas le choix. Parce que pour l'un, on allait saisir sa maison et pour l'autre, on lui avait déjà saisi. Et parce qu'ils n'avaient rien à donner à manger à leur famille. Dans cette région, ravagée par le chômage, tout le monde est touché, même les artisans et les petits patrons. À la tête d'une menuiserie, Carlos est lui aussi passé par le trafic de drogue. Et la prison. Il y a 4 ans, ce père de famille avait une dizaine d'employés. Ça, c'est l'atelier où on peint et où on assemble les meubles. Avant, je ne faisais pas ça moi-même. Je m'occupais de la partie commerciale, de la vente. Maintenant, c'est tout ce qui me reste. Il faut s'adapter. Carlos a dû licencier tous ses employés.
Bien sûr, c'est triste. Par exemple, le client qui m'a amené ces portes, ça fait 4 mois qu'il les a laissées. Parce qu'il n'a pas d'argent pour les retirer. Pour se rendre compte de l'ampleur du désastre, il suffit de faire le tour du quartier. Cet atelier de miroiterie, ils étaient 18 employés, plus le père et les enfants. Et il a fermé. Ricardo a fermé aussi. Il avait 14 employés. Et celui-là en face, pareil. La menuiserie métallique, 25 employés, fermé. Comme eux, Carlos a fait faillite. Et c'est le jour où il est allé vendre sa voiture que tout a basculé. Le garagiste lui a suggéré de la garder et de l'utiliser pour passer de la drogue. Je me suis dit pourquoi pas. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Le problème, c'est que comme ça a bien marché la première fois, après, t'en fais une autre. Sa carrière de trafiquant a alors commencé. Durant des mois, il a convoyé du cannabis du Maroc vers l'Europe. Carlos a gagné beaucoup d'argent, jusqu'au jour où il s'est fait prendre avec 250 kilos de marchandises. Ce sont des affaires où tôt ou tard tu tombes. Ici, personne ne part à la retraite sans avoir fait de la prison. Et pas qu'une fois. Carlos a fait 20 mois de prison. Il s'est fait prendre ici, sur le port d'Algeciras. Le chien policier a flairé le hashish, caché dans sa voiture. Mais aujourd'hui, la prison ne semble plus dissuader personne en Andalousie. Le port d'Algeciras est l'un des 3 plus grands d'Europe. Tous les ans, plus de 2,5 millions de containers transitent par ici. Une aubaine pour les narcos. Récemment, la douane a découvert 2500 kilos de cocaïne dissimulée dans une cargaison d'ananas en provenance du Costa Rica. Cette année, en tout, 20 tonnes de cocaïne ont été saisies. 2 fois plus que l'an dernier. Pourtant, la douane ne peut contrôler qu'une trentaine de containers sur les 7000 que les grues déchargent chaque jour. Pour les douaniers espagnols, c'est un combat démesuré. D'autant plus que dans le détroit de Gibraltar, naviguent des milliers de bateaux qui peuvent être impliqués dans le narcotrafic. Fin de journée. Les hommes de la douane maritime commencent leur patrouille dans le détroit. Avec plus de 2000 heures de navigation, le lieutenant Eduardo repère vite les trafiquants. Souvent, quand on approche d'une embarcation, ils deviennent nerveux, changent de cap, accélèrent, s'arrêtent. Alors le fait de paraître anxieux attire notre attention. Les douaniers traquent les bateaux chargés de stupéfiants en provenance du Maroc tout proche. En attendant, ils s'équipent au cas où une intervention tournerait mal. C'est un fusil M25, une arme automatique qui peut tirer en mode rafale. Équipée d'un laser, cette arme est à la mesure de la guerre que la police mène contre les narcos. Dans le détroit, à cette heure-là, toutes les embarcations deviennent suspectes. Il y en a une autre, il y en a plein, il y en a partout. Il y en a un autre, assez grand. Les jumelles ne suffisent plus. Eduardo va consulter le radar de bord. Ces 3 points ici sont des embarcations sportives. 2 naviguent très lentement et il y en a une qui est arrêtée. Je vais me rapprocher de la dernière et je vais jeter un coup d'œil. Parce que c'est une zone où les bateaux font du transbordement de drogue. C'est pour ça qu'on doit être très attentif. Il a dans sa ligne de mire une puissante vedette pneumatique, semblable à celle qu'utilisent les trafiquants. Et à peine repérée, elle vient d'accélérer. Regarde celle-là qui entre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers où? Je crois qu'elle va en direction de Saladillo. Alors ça va. Par contre, si elle va jusqu'à la rivière, on la perd. Est-ce qu'elle a un radar? Non, elle n'en a pas. Ce sont des narcos, hein? Oui, ils en ont l'air. Sortez les bouées. On va l'aborder. Oui, c'est des narcos. Pas de doute. Seuls des trafiquants possèdent ce genre d'embarcation. Les douaniers procèdent à une fouille minutieuse. Mais apparemment, pas de drogue à bord. Vous avez des papiers d'identité? Ces hommes sont étonnamment calmes. Ils viennent sans doute de décharger leur cargaison.
Ils sortent d'ici pour 2 ou 3 jours. Ils ne savent jamais avec certitude combien de temps ils vont rester en mer. Ils vont faire leur travail. On sait ce que c'est. Et après, ils reviennent et déchargent. S'ils ont une immatriculation et des papiers en règle, on ne pourra rien faire. C'est la législation espagnole. Dans un autre pays, on saisirait le bateau. Tiens, prends les cartes d'identité. Eduardo a encore un espoir. Que les hommes soient recherchés par la police. Allô, je t'appelle d'Aigle 4, d'Algeciras. On a arrêté un Zodiac de 10 mètres avec 2 moteurs. Et 3 individus qui viennent de travailler. Tu peux vérifier s'ils ont des antécédents pénaux? Aucun avis de recherche. Eduardo n'a pas le choix. Il doit les laisser partir. Avec la nuit tombée, mettre la main sur des trafiquants devient encore plus difficile. Sur la mer, si les narcos passent à 2000 marins par ici, on pourrait les apercevoir. Mais à 2000 marins par là, on ne les verrait pas. On doit être au bon endroit, au bon moment. Dans ce cas-là, c'est souvent l'expérience qui fait la différence. Sur son écran, le douanier vient de remarquer quelque chose de louche. Il appelle son collègue à la rescousse. Jesus, regarde par là. Quoi? Près d'ici, il y a un bateau. Mais sur le radar, j'ai 2 points collés l'un à l'autre. Peux-tu regarder avec la caméra thermique s'ils sont arrimés? Ah, ils sont justement en train de se séparer. C'est un bateau de pêche, on dirait. De toute façon, il y a très peu de lumière. C'est suspect, un bateau sans lumière. Par exemple, les bateaux semi-rigides des trafiquants, avec de puissants moteurs, n'ont jamais de lumière. Ils naviguent la nuit avec les feux éteints. Jesus, cherche-moi l'autre écho, celui qui va vers la terre. Collé au premier, ce deuxième bateau pourrait avoir chargé de la drogue en pleine mer. Mais l'équipage et Eduardo ont beau scruter l'horizon, les bateaux ont disparu. Heureusement, une équipe de la Guardia Civile patrouille ce soir-là le long de la côte. Contacté par Eduardo, le commandant Romero prend le relais de l'affaire. Ok, bien reçu. C'est possible qu'on trouve quelque chose. Un bateau de pêche pourrait accoster avec de la drogue. Les policiers décident de s'arrêter sur un observatoire qui domine toute la côte. Ils restent en liaison radio permanente avec les douaniers. On l'a perdu du côté de Libertad. Il a dû redescendre et après il a disparu. Ok, on va essayer de le localiser. Très vite, grâce à ses jumelles à vision thermique, un navire suspect est repéré. Le policier le voit comme en plein jour. Pourquoi ce bateau vous paraît suspect? Parce qu'il est petit. Aussi, il y a sa façon de naviguer. Parce qu'il vient du Maroc et se dirige vers la baie d'Algeciras. Et d'habitude, ce genre de bateau ne navigue pas la nuit. Mais les hommes de la Guardia Civile sont trop loin pour intervenir directement. Alors, Romero dépêche une autre équipe au port de Cadix pour contrôler l'embarcation à son arrivée. Lui va les rejoindre par la route. En chemin, le policier apprend que ses collègues viennent d'arrêter les trafiquants en flagrant délit, en train de transborder leur cargaison du bateau vers une camionnette. On travaille tous ensemble, parce que l'union fait la force. Comme ça, tout le monde est gagnant. En arrivant au poste de police du port de Cadix, Romero aperçoit 2 suspects arrêtés. Même si certains ont réussi à prendre la fuite, leur camionnette a été saisie. Avec à l'intérieur, de gros ballots de toile. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est du hashish. C'est très bien emballé pour que la drogue ne se mouille pas pendant la traversée. Cette drogue est en plaques d'environ 100 grammes chacune. 13 sacs. 40 kilos environ chaque sac. C'est ça, Miguel? Au total, 456 kilos de cannabis saisis. L'une des plus belles prises de l'année pour les douanes et la Guardia Civile.
Au poste, l'un des deux trafiquants arrêtés va être interrogé. Vu son profil, le policier sait qu'il a affaire à un simple homme de main. J'attendais de trouver un travail, j'ai attendu et attendu, mais rien. Tout ce que tu vas déclarer, tu le verras avec ton avocat. Qu'est-ce que je vais pouvoir déclarer? De toute façon, le résultat sera le même. La seule chose que je souhaite, c'est que ça finisse vite. Cet homme est une petite main du trafic. Ils sont souvent durement exploités par les chefs de réseau. Il va dénoncer ses chefs? Non, pas du tout. Ça fait partie du travail. Ceux qui les embauchent les connaissent et les menacent. Ils savent que s'ils parlent, ça va devenir encore plus compliqué pour eux. Les vrais chefs, ceux qui possèdent la marchandise, ne sont jamais là au moment où elle est transportée et échangée. Ils ne se salissent jamais les mains. En Andalousie, les barons de la drogue finissent rarement en prison. Ce sont les simples passeurs qui se retrouvent devant les juges. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Marie-Angèle et Elena au tribunal d'Algeciras. Elles vont assister au procès de leur mari. Après avoir passé 6 mois en prison, ils vont être jugés pour avoir déchargé d'un bateau 230 kilos de cannabis. Ils risquent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. En tant que récidiviste, vous êtes condamné pour un délit contre la santé publique à une peine de 4 ans de prison. 4 ans pour l'époux de Marie-Angèle et 3 ans et demi pour celui d'Elena. Une peine sévère pour de simples exécutants. En Andalousie, des affaires comme celle-ci, on en juge des centaines chaque semaine. Mais les narcotrafiquants savent que leur business n'est pas menacé. Leur main-d'œuvre est nombreuse et interchangeable.